Madam Speaker, the President of the United States. Members of Congress, the President of the United States. Thank you very much. Madam Speaker, Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président, membres du Congrès, la Première Dame des États-Unis, mes chers compatriotes, il y a 3 ans, nous avons lancé le retour en force de l'Amérique. Ce soir, je suis là, debout devant vous, afin de partager des résultats incroyables. L'emploi est en croissance, les revenus augmentent, la pauvreté est en chute libre, le crime tombe aussi, la confiance explose et notre pays prospère et enfin jouit du respect qui lui est dû. Enfin.
America's enemies, Les ennemis de l'Amérique détalent. fortunes are on the rise. Notre destin s'en va croissant et notre avenir est radieux, éblouissant. Les années de déclin économique, c'est terminé. The days of our country Les jours used, quand on était vraiment even scorned by other nations méprisé are long behind us. par d'autres pays, quand on profitait de nous, tout cela, c'est du passé. Two are the broken promises, Les jobless promesses non tenues, recoveries, les reprises pleines de chômage, les platitudes, toutes les excuses pour la disparition de notre pouvoir, de notre richesse, de notre prestige. En 3 petites années, nous avons fait éclater la mentalité du déclin américain et nous avons rejeté la décroissance de notre destin. have totally rejected Nous avons the downside. rejeté cette idée de notre déclin. Nous allons de l'avant à une cadence qui était inimaginable il y a encore peu et nous n'allons jamais retourner en arrière. I am thrilled to report Je suis ravi de vous signaler que notre économie est à son meilleur de notre histoire. Nos forces armées sont complètement renouvelées et leur pouvoir est sans pareil dans le monde, de loin. Nos frontières sont en sécurité, nos familles prospèrent, nos valeurs sont renouvelées et notre fierté est rétablie. Et pour toutes ces raisons, je dis au peuple américain et aux membres du Congrès, l'État de notre Union est plus fort que jamais. La vision que je vais évoquer ce soir va démontrer comment nous bâtissons la société la plus prospère, la plus inclusive, où chaque citoyen, chaque citoyenne peut se joindre au succès sans pareil de l'Amérique et où chaque communauté peut participer à cette montée extraordinaire d'Amérique. Dès que j'ai pris les rênes du pouvoir, j'ai agi rapidement pour renouveler l'économie. J'ai vraiment éliminé tant de règlements qui comprimaient l'emploi. J'ai réduit les impôts et je me suis battu pour des accords commerciaux équitables et réciproques. Nos priorités sont pour le travailleur, pour la famille, pour la croissance et par-dessus tout, pour l'Amérique. Je vous remercie. Nous avançons avec un optimisme vraiment débridé et nous élevons nos citoyens de toutes les races, de toutes les couleurs, de toutes les religions, de toutes les confessions, et cela à un niveau inégalé. Depuis mon élection, nous avons créé des millions de nouveaux emplois, 5 millions de plus que les experts avaient prédit pendant l'ancien gouvernement. Le taux de chômage est le plus faible depuis 50 ans. Et ce qui est incroyable, c'est que le taux moyen de chômage est plus faible que tout autre gouvernement dans l'histoire de notre pays.
Si nous n'avions pas inversé les politiques carencées du gouvernement précédent, le monde ne serait pas aujourd'hui témoin de ce succès économique incroyable. Le taux de chômage pour les Afro-Américains, pour les Américains d'origine hispanique ou asiatique, est au niveau le plus faible de l'histoire. Les Afro-Américains connaissent un taux de chômage chez les jeunes le plus faible de l'histoire. La pauvreté afro-américaine a connu un déclin au niveau le plus faible de l'histoire, encore là. Le taux de chômage pour les femmes a atteint le niveau le plus faible depuis 70 ans. Et l'année dernière, les femmes étaient celles qui recevaient ou étaient engagées dans 72 % des nouveaux emplois créés. Le taux de chômage chez les anciens combattants est également historique, un taux inégalé dans l'histoire de notre pays. Le taux de chômage pour les Américains handicapés a également franchi un cap vers le bas du jamais vu. Les travailleurs sans diplôme du secondaire ont atteint le taux de chômage le plus faible de l'histoire américaine, encore là. Un nombre sans précédent de jeunes Américains travaillent aujourd'hui. Sous M. Obama, plus de 10 millions de personnes étaient sur les listes d'aide alimentaire. Avec moi, 7 millions ont quitté ces listes-là et 10 millions de personnes ont sorti des rangs du bien-être social. En 8 ans, sous M. Obama, plus de 300 000 personnes en âge de travailler ont quitté la population active. En seulement 3 ans, sous mon administration, 3,5 millions de personnes d'âge pour travailler se sont joints à cette population active. Depuis mon élection, les avoirs des plus pauvres ont augmenté plus rapidement que pour le 1 % le plus riche. Après des décennies de revenus stables, les salaires augmentent et ils augmentent le plus rapidement pour les gens à revenus faibles. Et ils ont connu une augmentation très facilement chiffrable depuis mon élection. C'est vraiment une croissance incroyable dans l'emploi des cols bleus. Une explosion d'emplois et de salaires chez nos cols bleus. Le revenu médian des foyers est maintenant au niveau le plus élevé de l'histoire de l'Amérique.
Depuis mon élection, les marchés boursiers ont explosé, 70 % en rajoutant plus de 12 billions de dollars à notre richesse nationale, en transcendant tout ce que les gens croyaient possible. C'est un record. C'est quelque chose que chaque pays du monde entier admire. La confiance des consommateurs vient de franchir des caps sans précédent. Ces millions de personnes avec des REER, des régimes de retraite se portent beaucoup mieux que par le passé, avec des augmentations de 60, 70, jusqu'à 90 % et même 100 %, voire plus. L'emploi, l'investissement entrent et il y avait 9000 quartiers négligés, et cela grâce aux zones de croissance sous Tim Scott, qui fait partie de nos réductions d'impôts légiférées. En d'autres mots, les gens riches et les entreprises investissent dans les quartiers appauvris ou des régions qui n'ont pas vu d'investissement depuis des décennies, à créer des emplois, de l'énergie et aussi de l'emballement, de l'enthousiasme. C'est la première fois que ces communautés méritoires ont vu quelque chose de la sorte. Tout fonctionne. Ces zones de croissance économique aident des gens comme Tony Rankins, un vétéran de Cincinnati, en Ohio. Après avoir connu des problèmes avec la toxicomanie, il a perdu son emploi, sa maison et sa famille. Il était sans abri. Mais ensuite, Tony a trouvé comment lancer une compagnie qui investissait dans les zones de croissance. Il est maintenant vraiment réuni avec sa famille et il est ici ce soir. Tony continue ce travail remarquable. Merci, Tony. Notre économie en croissance explosante a donné à beaucoup d'ex-prisonniers la possibilité de repartir dans la vie. Cette deuxième chance dans la vie est rendue possible parce que nous avons adopté une réforme de la loi pénale. Chaque personne disait que la réforme était impossible, mais moi je l'ai réussi. Et les gens dans cette pièce, dans cette assemblée, l'ont réussi. Grâce à nos réductions de règlement, les États-Unis sont devenus le premier producteur de pétrole et de gaz naturel au monde, et de loin. Avec le progrès enregistré depuis 3 ans, l'Amérique est maintenant indépendante du point de vue énergétique et les emplois dans le secteur énergétique sont à un niveau record. Nous franchissons des caps impensables il y a 3 ans. En même temps, nous rétablissons notre puissance manufacturière, même si les prévisions, comme vous le savez tous et toutes, que cela était impossible, infaisable. Après avoir perdu 60 000 usines depuis les 8 années précédentes, nous venons de créer 12 000 usines avec des milliers d'usines qui sont planifiées ou en construction aujourd'hui. Les entreprises ne quittent plus notre territoire. Les compagnies reviennent aux États-Unis d'Amérique.
Le fait demeure que chacun veut se trouver où l'action se trouve. Et en fait, l'Amérique, c'est là où ça se passe aujourd'hui. Une des promesses les plus importantes faites au peuple américain, c'était de remplacer l'ALENA catastrophique. En fait, le commerce inéquitable est peut-être la première raison pourquoi je me suis présenté à la présidence. Après l'adoption de l'ALENA, nous avons perdu 1 sur 4 emplois manufacturiers. Beaucoup de politiciens sont passés par la Maison-Blanche en promettant de remplacer l'ALENA, mais absolument rien n'a été fait. Mais à la différence de tous mes prédécesseurs, moi, je tiens promesse et nous avons fait notre travail. Il y a 6 jours, j'ai remplacé l'ALENA et j'ai signé le nouveau ASEUM, qui est maintenant loi. L'ASEUM va créer tout près de 100 000 nouveaux emplois bien rémunérés dans le secteur automobile et va renforcer nos exportations pour le secteur manufacturier et agroalimentaire. L'ASEUM va également renforcer le commerce avec nos voisins, mais avec beaucoup plus d'équité et de réciprocité. Nous aurons l'équité et la réciprocité comme ordre du jour. Enfin, et je le dis parce que ça fait combien d'années qu'on a été vraiment maltraités du point de vue du commerce international. C'est le premier accord qui a été appuyé par tous les grands syndicats américains. J'ai également promis à mes concitoyens que j'allais imposer des tarifs pour faire face au vol chinois de tant d'emplois américains. Notre stratégie a fonctionné. Il y a quelques jours, nous avons signé un nouvel accord commercial avec la Chine qui va défendre nos travailleurs, protéger notre propriété intellectuelle, ramener des milliards de dollars dans notre trésor et ouvrir de vastes nouveaux marchés pour des produits américains, qu'ils soient fabriqués ici ou qu'ils soient vraiment le fruit de notre secteur agricole. Pendant des décennies, la Chine a profité des États-Unis. Maintenant, nous avons changé la donne. Mais en même temps, nous avons peut-être la meilleure relation dans l'histoire de nos deux pays, y inclus avec le président Xi. Il respecte ce que nous avons fait, car franchement, ils ne pouvaient vraiment croire qu'ils étaient en mesure d'agir aussi impunément pendant des années, des décennies, sans que quelqu'un ici puisse hausser le ton et dire « ça suffit ». Aujourd'hui, nous voulons rebâtir notre pays. Et c'est exactement ce que nous faisons. Nous rebâtissons notre pays. À mesure que nous rétablissons le leadership américain de par le monde, nous sommes encore là à défendre la liberté dans notre hémisphère. C'est pourquoi mon gouvernement a changé les politiques de l'époque Obama sur le dossier cubain. Nous soutenons les espoirs des Cubains, des Nicaraguayens et des Vénézuéliens pour rétablir la démocratie. Les États-Unis sont le chef de file d'une coalition de 59 nations contre le dictateur socialiste du Venezuela, Nicolás Maduro. Maduro est un tyran qui brutalise sa population, mais sa tyrannie va être écrasée, va voler en miettes. Ici, ce soir, un homme très courageux qui porte en lui les espoirs, les rêves et les aspirations de tous les Vénézuéliens,
ce soir dans la galerie est le vrai président légitime du Venezuela, Juan Guaido. Monsieur le Président, ramenez ce message vers les vôtres, vers vos concitoyens. Merci, Monsieur le Président. Merci, c'est un grand honneur. Ramenez ce message que tous les Américains sont unis avec le peuple vénézuélien dans leur lutte tout à fait légitime pour la liberté. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci, merci beaucoup. Le socialisme détruit les nations, mais rappelez-vous, la liberté unifie les âmes. Afin de préserver la liberté américaine, nous avons investi 2,2 billions de dollars dans les forces armées américaines. Nous avons acheté les meilleurs avions, les meilleurs missiles, les fusées et toutes les autres formes d'équipements militaires. Et tout est produit ici, aux États-Unis. Enfin, également, nous avons réussi à faire payer à nos alliés leur juste part de ces dépenses. J'ai réussi à faire augmenter de plus de 400 milliards de dollars les contributions des alliés de l'OTAN et le nombre d'alliés qui font leur minimum a plus de doublé. Il y a quelques semaines, pour la première fois depuis l'ère de Truman, il y a plus de 70 ans, nous avons créé un nouveau corps d'armée et on l'appelle la Force spatiale. C'est très important. Dans la galerie ce soir, nous avons un jeune homme. Et ce qu'il veut de tout cœur, il a 13 ans, Ian Lanfier. Il est en 8e année, il vit en Arizona. Ian, mets-toi debout, s'il te plaît. Il a toujours rêvé de se rendre dans l'espace. Il a été le premier dans sa classe et parmi les plus jeunes à l'Académie de l'aviation. Il voudrait se rendre à l'Académie de l'aviation et il voudrait se joindre à la Force spatiale. Comme Ian dit, la plupart des gens regardent, ils lèvent les yeux vers l'espace. Et lui, il dit, « Moi, j'aimerais pouvoir baisser les yeux et regarder la Terre de l'espace. » Juste à côté de Ian ce soir est le plus grand héros de Ian, Charles McGee, né à Cleveland, en Ohio, il y a 100 ans. Charles est un des derniers aviateurs de Tuskegee, les premiers pilotes de chasseurs noirs, et c'est l'arrière-grand-père des Ian.
Incroyable son histoire. Après plus de 130 missions de combat lors de la Seconde Guerre mondiale, il est revenu à un pays qui avait encore du mal avec les tensions raciales. Et il a servi l'Amérique en Corée et au Vietnam. Le 7 décembre, Charles a célébré son 100e anniversaire de naissance. Il y a quelques semaines, j'ai signé un projet de loi offrant une promotion à Charles McGee jusqu'au grade de brigadier général. Et un peu plus tôt, aujourd'hui, j'ai placé les étoiles sur ses épaules au bureau ovale. Général McGee, votre pays vous salue. Merci, monsieur. Des pèlerins jusqu'au père fondateur, des soldats à Valley Forge, aux manifestants de Selma, et du président Lincoln jusqu'au révérend Martin Luther King, les Américains ont toujours repoussé les limites sur l'avenir de nos enfants. Députés et sénateurs, il nous faut se rappeler que les seules victoires qui comptent à Washington, ce sont les victoires qui améliorent le sort du peuple américain. Nos concitoyens sont le cœur même de notre pays. Leurs rêves sont l'âme du pays. Et leur amour, c'est ce qui soutient notre pays. Il nous faut toujours nous rappeler que notre tâche, c'est de mettre l'Amérique au premier plan. La prochaine étape dans cette société inclusive, c'est de s'assurer que chaque jeune puisse être bien éduqué et l'occasion d'atteindre ce rêve américain. Mais depuis trop longtemps, combien d'enfants ont été prisonniers de ces écoles publiques en déroute? Il y a 18 États qui ont promulgué le choix scolaire, des programmes qui sont tellement populaires que des dizaines de milliers d'étudiants et d'élèves sont sur des listes d'attente. Un de ces élèves, c'est Janiyah Davis, en 4e année de Philadelphie. Stéphanie, sa mère, est monoparentale. Elle ferait n'importe quoi pour offrir à sa fille un meilleur avenir. Mais l'année dernière, cet avenir a été exclu quand le gouverneur de la Pennsylvanie a opposé son veto pour faire connaître l'expansion de ce choix scolaire à 50 000 enfants. Janiyah et Stéphanie sont parmi nous ce soir. Stéphanie, merci de tout cœur d'être là ce soir. Et merci à votre fille superbe. Merci. Mais, Janiyah, j'ai de bonnes nouvelles pour toi, car il me fait plaisir de t'informer que ta longue attente est terminée. Je suis en mesure d'annoncer fièrement ce soir qu'une bourse est devenue disponible et c'est toi qui vas la recevoir. Et tu vas bientôt te rendre à l'école de ton choix.
Alors, j'en appelle au Congrès d'offrir à 1 million d'Américains la même occasion que Janaya. Faites adopter la loi sur la liberté scolaire, car aucun parent ne devrait être forcé d'envoyer son enfant à une école publique en déroute. Chaque jeune devrait pouvoir évoluer dans un environnement sécuritaire afin de grandir et d'apprendre. Pour cette raison, notre première dame magnifique a lancé l'initiative Be Best. Soyez à votre meilleur pour assurer une vie libre de drogue, une vie sécuritaire, que ce soit à l'école, en ligne et dans nos communautés. Merci, Melania, de ton amour extraordinaire et ton souci profond pour chaque enfant de l'Amérique. Mon gouvernement est résolu à offrir à nos citoyens les perspectives d'avenir nécessaires, quel que soit leur âge ou leurs antécédents. Grâce à notre promesse aux travailleurs américains, plus de 400 entreprises vont également offrir de nouveaux emplois et des perspectives d'éducation à tout près de 15 millions d'Américains. Mon budget a également une vision stimulante pour les écoles secondaires de notre pays. Ce soir, je demande au Congrès de soutenir nos étudiants et d'offrir une éducation technique et professionnelle dans chaque école secondaire des États-Unis. Pour faire connaître un élargissement aux chances égales, je suis fier que nous avons réussi à offrir un financement permanent pour les collèges et universités historiquement noirs. Une bonne vie pour les familles américaines exige également un système de soins de santé innovateur. Avant d'arriver au pouvoir, les primes avaient plus de doublé en 5 ans. J'ai agi rapidement pour affaiblir ces excès de coûts et nos nouveaux régimes sont jusqu'à 60% moins chers et ils sont meilleurs. J'ai également fait une promesse coulée dans le marbre aux Américains. Nous allons toujours protéger les patients qui ont des troubles médicaux antérieurs. Et nous allons toujours protéger Medicare et nous allons toujours protéger votre sécurité sociale. Le patient américain ne devrait jamais être écrasé par des factures médicales. C'est pourquoi j'ai signé une ordonnance exécutive pour exiger la transparence des prix. Beaucoup d'experts croient que la transparence, qui va prendre vigueur au début de l'année prochaine, va avoir un impact encore plus important que la réforme des soins de santé. Elle permettra aux familles d'économiser des sommes très importantes d'argent pour de meilleurs soins. Mais à mesure que nous travaillons à améliorer la santé, il y en a qui veulent supprimer votre santé, votre soin santé, vous enlever votre médecin et abolir l'assurance privée. 132 députés
congressistes ont voulu appuyer une emprise socialiste de notre système, éliminant les primes ou les polices d'assurance de 180 millions d'Américains très contents de leurs soins de santé. À ceux qui nous écoutent ce soir à la maison, j'aimerais que vous le sachiez. Nous ne permettrons jamais au socialisme de détruire la santé des Américains. Plus de 130 législateurs dans cette Chambre ont soutenu des projets de loi qui pourraient acculer à la faillite notre nation en offrant des soins de santé à des millions de sans-papiers, forçant les contribuables à subventionner des soins à quiconque traverse notre frontière de façon illégale. Ces propositions pourraient vraiment affecter Medicare pour nos aînés, tout en étant vraiment un incitatif puissant pour l'immigration illégale. C'est ce qu'on voit en Californie et ailleurs. Leurs systèmes sont vraiment à la dérive et cela coûte des sommes faramineuses aux contribuables. Si nous forçons le contribuable américain à offrir des soins de santé sans limite aux sans-papiers, écoutez, c'est vraiment dans la gauche radicale qu'il faut voir cela. Mais si vous pensez qu'il faut défendre le passé américain et les aînés américains, soyez de mon côté et faites adopter une loi qui interdirait des soins de santé gratuits pour les sans-papiers illégaux. Cela sera vraiment un très grand avantage à notre frontière sud, très bien protégée, car maintenant, au moment où on se parle, un mur très solide est en train d'être construit. Nous avons complété plus de 100 000 et il y a plus de 500 000 qui seront complétés en très peu de temps. Au début de l'année prochaine, nous aurons beaucoup plus que ces 500 000 complétés. Mon gouvernement s'attaque également aux grandes pharmaceutiques. Nous avons approuvé un nombre sans précédent de médicaments génériques approuvés par la FDA, et cela à une cadence plus rapide qu'auparavant. En fait, c'est du jamais vu. En fait, j'étais ravi d'annoncer l'année dernière que pour la toute première fois en 51 ans, le coût des médicaments sous ordonnance a baissé. En travaillant ensemble, le Congrès peut réduire les prix des médicaments encore davantage. J'ai parlé au sénateur Chuck Grassley de l'Iowa et d'autres au Congrès afin qu'on puisse travailler sur le prix des médicaments et qu'on le fasse rapidement. Je fais appel à un projet de loi bipartite qui va pouvoir abaisser les prix des médicaments. Amenez-moi ce projet de loi et je vais signer cela pour en faire une loi sans délai. Avec un engagement très solide, nous sommes en train de ralentir l'épidémie des opiacés. En fait, nous avons connu une baisse de la mortalité pour la toute première fois en tout près de 30 ans. Parmi les États les plus durement touchés, l'Ohio est en bas de 22 %, la Pennsylvanie, 18 % et le Wisconsin, 10 % de moins. Et nous n'allons pas abandonner ce combat jusqu'à ce que nous ayons vaincu cette épidémie des opiacés une fois pour toutes.
Le fait de protéger la santé de nos concitoyens, cela veut également dire de combattre les maladies infectieuses. Nous travaillons en coordination avec le gouvernement chinois et nous travaillons en étroite collaboration sur la pandémie ou l'éclosion du coronavirus en Chine. Nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger nos concitoyens de cette menace. Nous avons lancé de nouvelles ambitions, de nouvelles initiatives pour améliorer les soins pour les Américains qui vivent des problèmes avec leurs reins, qui vivent des problèmes avec la maladie d'Alzheimer et ceux qui ont des problèmes de santé mentale. Et nous allons travailler sur le cancer juvénile et nous allons effacer l'épidémie du sida en Amérique d'ici la fin de la décennie. En fait, presque chaque famille américaine connaît la douleur quand un être cher reçoit un diagnostic d'une maladie grave. Ici, ce soir, parmi nous, il y a un homme vraiment singulier, adoré par des millions d'Américains, qui vient de recevoir le diagnostic d'un cancer en phase 4. Ce n'est pas une bonne nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un grand combattant, un gagnant, le plus grand que vous rencontrerez, Rush Limbaugh. Merci pour vos décennies de dévouement sans pareil pour la nation. Rush, en reconnaissance de tout ce que vous avez fait pour notre nation, les millions de personnes à chaque jour auxquelles vous adressez la parole et que vous inspirez, et tout le travail remarquable que vous avez fait pour les œuvres charitables, je suis fier d'annoncer ce soir que vous allez recevoir notre honneur civil le plus élevé, la médaille présidentielle de la liberté. Je vais maintenant demander à la première dame des États-Unis de vous présenter avec cet honneur, s'il vous plaît. Rush et Catherine, félicitations. Merci, Catherine. À mesure que nous prions pour tous les malades, nous savons que nous connaissons beaucoup de percées médicales. En 2017, les médecins à l'hôpital Saint-Luc de Kansas City ont connu une des naissances les plus prématurées de l'histoire. Née à 21 semaines et 6 jours et pesant moins d'1 mois, Ellie Schneider
est née une vraie battante. Grâce à l'habileté de ses médecins et les prières de ses parents, la toute petite Ellie a continué à se battre. Aujourd'hui, elle est en pleine santé, elle a 2 ans, elle est assise à côté de sa mère incroyable Robin dans la galerie publique. Ellie et Robin, nous sommes tellement contents de vous avoir parmi nous ce soir. Ellie nous rappelle que chaque enfant est un miracle de la vie. Et grâce aux merveilles de la médecine moderne, 50% des bébés prématurés naissant en milieu hospitalier survivent aujourd'hui. Merci beaucoup. Notre objectif devrait être de nous assurer que chaque bébé a les meilleures chances de grandir, tout comme Ellie. C'est pourquoi je demande au Congrès d'offrir un autre 50 millions de dollars afin de financer la recherche néonatale pour les patients les plus jeunes de l'Amérique. C'est pourquoi je demande aussi aux membres du Congrès présents ici ce soir de faire adopter un projet de loi finalement interdisant les avortements au 3e trimestre de grossesse. Que nous soyons républicains, démocrates ou indépendants, sûrement, on est d'accord que chaque vie humaine est un don sacré de Dieu. Et en soutenant les mères et les pères de l'Amérique, j'étais fier récemment de signer en loi ce projet de congé parental comme modèle pour le reste du pays. Et cela, ce sera pour tous les fonctionnaires fédéraux. Maintenant, j'exhorte le Congrès de faire adopter le projet de loi bipartite sur les familles, prolongeant le congé parental pour les mères et les pères de toute la nation. 40 millions de familles américaines ont environ 2200 $ de plus grâce à notre crédit pour enfants. J'ai également administré des projets visant de meilleures garderies et maintenant 17 États ont réduit ou éliminé leur liste d'attente complètement. J'ai envoyé au Congrès un plan visant à élargir l'accès à des garderies de haute qualité et je vous exhorte d'agir sur le champ. Afin de protéger l'environnement, il y a quelques jours, j'ai annoncé que les États-Unis allaient se joindre à l'initiative 1 billion d'arbres, un effort ambitieux afin que le secteur privé et les gouvernements puissent planter de nouveaux arbres en Amérique et partout dans le monde. Il nous faut également rebâtir l'infrastructure de l'Amérique.
Je vous demande d'adopter le projet de loi du sénateur Barrasso afin que nous investissions dans les nouvelles routes, les ponts et les tunnels partout en Amérique. Je me suis également engagé à m'assurer que chaque citoyen puisse avoir accès à des connexions d'Internet à haute vitesse, et cela aussi et tout particulièrement dans les zones rurales de l'Amérique. Un meilleur avenir pour tous les Américains exige également que nous puissions maintenir l'Amérique en sécurité. Cela veut dire de soutenir les hommes et les femmes des forces de l'ordre à tous les niveaux. Et cela inclut, bien sûr, les héros des forces frontalières. L'année dernière, nos agents frontaliers ont arrêté plus de 120 000 criminels sans papier qui ont été accusés de tout près de 10 000 vols par effraction, 5 000 agressions sexuelles, 45 000 voies de fait et 2 000 meurtres. Ce qui est tragique, c'est qu'il y a bien des villes en Amérique où les politiciens radicaux ont choisi d'offrir un sanctuaire à ces criminels sans papier. Dans les villes sanctuaires, les gouvernements ordonnent aux policiers de libérer des criminels dangereux plutôt que de les remettre aux gardes frontières pour qu'ils soient déportés. Il y a 29 jours, un sans-papier criminel libéré par la ville sanctuaire de New York a été accusé du meurtre et du viol brutal d'une femme de 92 ans. Ce tueur avait été déjà arrêté pour l'agression, pour un voie de fait, mais en vertu des politiques de sanctuaire de New York, il a été libéré. Si la ville avait honoré la demande de notre service frontalier, sa victime serait encore en vie. L'État de la Californie a fait adopter une loi scandaleuse. Tout leur État sera un sanctuaire pour les sans-papiers criminels. C'est vraiment une idée catastrophique, avec des résultats à l'avenant. Voici un exemple tragique. En décembre 2018, la police de Californie a détenu un sans-papier criminel avec 5 arrestations antérieures, y inclut les voies de fait et aussi le vol qualifié. Mais selon la loi, il a été libéré. Quelques jours après, il s'est lancé dans une cavalcade meurtrière. Il a tué un homme. Il a tiré sur une femme dans son auto. Il est entré dans un dépanneur et il a déchargé son arme. Il a détourné un camion. Il a vraiment blessé un grand nombre de victimes innocentes. Une de ces victimes, une situation vraiment affreuse. Il est mort. Un Américain de 51 ans qui s'appelait Rocky Jones. Rocky était à une poste d'essence quand ce criminel a tiré 8 projectiles de très près, l'assassinant sur le champ. Rocky a donc laissé derrière lui une famille remplie d'amour, tant de frères qui l'aimaient. Un de ses frères éplorés est avec nous ce soir ici. Jody, est-ce que tu pourrais te lever, s'il te plaît? Jody. Jody, nous pleurons ta perte et nous n'allons pas nous reposer jusqu'à ce que justice soit faite. Le sénateur Thom Tillis a présenté un projet de loi pour que les Américains comme Jody puissent poursuivre des villes et des États sanctuaires quand un être cher est blessé ou tué en lien avec ces politiques meurtrières. Je demande au Congrès d'adopter cette loi sur la justice pour les victimes des villes sanctuaires. Les États-Unis d'Amérique devraient être un sanctuaire pour des Américains respectueux de la loi et non pas des criminels sans papier.
Depuis 3 ans, les gardes frontières ont arrêté plus de 5000 passeurs d'étrangers sans papier et j'ai fait signer 9 projets de loi pour éliminer le trafic humain, chez nous comme ailleurs dans le monde. Et mon gouvernement a déployé des efforts sans précédent pour raffermir la frontière sud de notre pays. Avant de prendre le pouvoir, si vous arriviez de façon illégale à la frontière et vous étiez arrêté, vous étiez tout simplement relâché et permis de circuler dans notre pays, à ne jamais être vu de nouveau. Mon gouvernement a mis fin à cette politique. Si vous franchissez la frontière illégalement, vous serez maintenant déporté sur le champ. C'est très important, nous avons conclu des ententes de coopération historique avec les gouvernements du Mexique, du Honduras, de El Salvador et du Guatemala. En conclusion, les traversées illégales ont baissé de 75 % depuis mai. Une chute libre en 8 mois d'affilée. Et à mesure que s'érige le mur, les saisies de drogue sont en croissance et les traversées illégales descendent, sont en chute libre. L'année dernière, je me suis rendu à la frontière au Texas et j'ai rencontré l'agent Raúl Ortiz. Depuis 24 mois, l'agent Ortiz et son équipe ont saisi plus de 200 000 livres de stupéfiants, arrêté plus de 3 000 passeurs et rescapé plus de 2 000 migrants. Il y a quelques jours, l'agent Ortiz a été promu au poste de chef adjoint de la garde frontière. Il est parmi nous ce soir. Une nation reconnaissante vous remercie et tous les héros des forces de protection frontalière. Afin de s'inspirer de ces gains historiques, nous travaillons sur des projets de loi afin de remplacer nos lois d'immigration avec un système fondé sur le mérite, accueillir ceux qui suivent les règlements, qui contribuent à l'économie, qui se soutiennent et sont autonomes financièrement et qui respectent nos valeurs. Avec chaque geste posé, mon gouvernement est en train de rétablir la règle de droit et en train de réaffirmer la culture de la liberté américaine. En travaillant avec le leader au Sénat, Mitch McConnell, merci Mitch, leader de la majorité républicaine au Sénat, et grâce à lui et ses collègues au Sénat, nous avons confirmé un nombre record de 187 nouveaux juges fédéraux pour respecter notre Constitution telle que rédigée. Cela inclut 2 nouveaux juges à la Cour suprême des États-Unis, Neil Gorsuch et Brett Kavanaugh. Merci. Et nous avons bien d'autres qui attendent leur nomination. Mon gouvernement défend également la liberté de culte, et cela inclut le droit constitutionnel à prier dans les écoles publiques.
En Amérique, nous ne punissons pas la prière, nous n'abattons pas les croix, nous ne bannissons pas les symboles de la foi, nous n'arrêtons pas les pasteurs et les prêtres. En Amérique, nous célébrons la foi, nous chérissons la religion, nous levons nos voix en prière et nous levons les yeux vers la gloire de Dieu. Tout comme nous croyons dans le premier amendement de la Constitution, nous croyons aussi à un autre droit constitutionnel qui est attaqué un peu partout au pays. Tout pendant que je suis président, je vais toujours protéger vos droits en lien avec le deuxième amendement, à savoir le droit de porter une arme à feu. En réaffirmant notre héritage de liberté, il nous faut se rappeler que l'Amérique a toujours été une nation de frontières. Maintenant, il nous faut penser à la prochaine frontière, le destin manifeste de l'Amérique dans les étoiles. Je demande au Congrès de financer le programme Artemis afin de s'assurer que le prochain homme et la prochaine femme sur la Lune seront des astronautes américains, en se servant de cela comme tremplin pour s'assurer que nous soyons la première nation à planter son drapeau sur la planète Mars. Mon gouvernement est résolu à défendre notre sécurité nationale et à combattre le terrorisme islamique radical. La semaine dernière, j'ai annoncé un plan sans précédent pour que la paix puisse enfin naître entre l'Israël et les Palestiniens. En reconnaissant que toutes les tentatives du passé ont échoué, il nous faut être résolus et créatifs afin de stabiliser la région et offrir à des millions de jeunes la chance de réaliser un meilleur avenir. Il y a 3 ans, les barbares de Daesh avaient sous leur contrôle plus de 20 000 milles carrés en Irak et en Syrie. Aujourd'hui, le califat est détruit à 100%. Et le leader de Daesh, le tueur sanguinaire al-Baghdadi, est mort. Nous avons parmi nous ce soir Karl et Marsha Müller. Après avoir reçu son diplôme universitaire, leur belle-fille Kayla est devenue une coopérante humanitaire. Elle a déjà écrit « Il y a des gens qui trouvent Dieu à l'Église, d'autres le trouvent dans la nature, d'autres encore dans l'amour. Moi, j'ai trouvé Dieu dans la souffrance. J'ai su depuis quelque temps quel était le destin de ma vie et en utilisant mes mains comme des outils pour alléger la souffrance d'autrui. En 2013, pendant qu'elle s'occupait de civils souffrant en Syrie, Kayla a été kidnappée, torturée et réduite à l'esclavage par Daesh. Elle était prisonnière d'al-Baghdadi lui-même. Après plus de 500 jours horribles de captivité, al-Baghdadi a assassiné la jeune Kayla. Elle n'avait que 26 ans. Ce soir-là, quand les opérations des commandos ont mis fin à sa vie misérable, le général Mark Milley a reçu un appel à la Maison-Blanche. On lui a dit que les hommes courageux des commandos qui ont mené à bien l'opération avaient donné un nom code à leur mission, Groupe 814. Et c'était en lien avec une journée spéciale, le 14 août, l'anniversaire de Kayla. Karl et Marsha, les combattants de l'Amérique n'ont jamais oublié Kayla, et nous n'allons jamais l'oublier.
Tous les jours, les hommes et les femmes d'Amérique qui portent l'uniforme montrent l'infinie profondeur de l'amour du cœur humain. Parmi ces héros, c'était le sergent d'infanterie Christopher Hake. Lors de son deuxième déploiement en Irak en 2008, il a écrit une lettre à son fils qui avait alors 1 an. « Je serai à tes côtés », a-t-il écrit à Gage. « Je vais t'apprendre à monter à bord de ton vélo, construire ta première boîte de sable, et je vais voir comment tu vas te marier, avoir des enfants. Je t'aime, mon fils. Prends bien soin de ta maman. Je suis toujours avec toi. » Le dimanche de Pâques en 2008, il était en patrouille à Bagdad quand son véhicule blindé a été frappé par une bombe. Ce soir-là, il a rendu l'âme pour notre pays. Le sergent Hake est maintenant enterré au cimetière à Arlington. Et son épouse Kelly est dans la galerie ce soir avec leur fils qui a aujourd'hui 13 ans et qui se porte très bien. À Kelly et Gage, Chris va vivre dans nos cœurs à tout jamais. Il nous regarde maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Le terroriste responsable de cette mort était Qasem Soleimani, qui a été responsable de cette bombe qui a supprimé la vie de Chris. Soleimani était le boucher iranien qui a tué ou blessé des milliers de soldats américains. Il a orchestré la mort d'hommes et de femmes innombrables, sans oublier tous les enfants morts. C'est lui qui était derrière l'attaque de décembre et il s'est attaqué aux forces américaines en Irak et il planifiait de nouveaux attentats. Mais nous l'avons frappé et c'est pourquoi le mois dernier, sous ma direction, nous avons pu tuer Soleimani et a mis fin à son règne de terreur à tout jamais. Notre message aux terroristes est clair. Vous ne pourrez jamais vous échapper à la justice américaine. Si vous vous attaquez à nous, citoyens, eh bien, c'est votre vie qui est en jeu. Depuis quelques mois, nous avons vu des Iraniens fiers s'élever contre leur dictateur. Le régime de Téhéran doit abandonner sa poursuite de l'arme nucléaire, arrêter de répandre la terreur, la mort et la destruction, et commencer à travailler pour le bien de sa propre population. Grâce à nos sanctions puissantes, l'économie iranienne est vraiment mal en point. Nous pourrions peut-être les aider à reprendre des forces. Ça pourrait aller très vite, mais peut-être sont trop fiers ou vraiment trop irresponsables pour demander notre aide. Mais nous sommes là. Voyons quelle voie ils vont choisir. Cela revient à eux. À mesure que nous défendons les vies des Américains, nous travaillons à mettre fin aux guerres de l'Amérique au Moyen-Orient. En Afghanistan, la détermination et la vaillance de nos soldats nous a permis de connaître de grands progrès et les pourparlers de paix sont maintenant en cours. Je ne veux pas tuer des milliers ou des centaines de milliers d'Afghans, beaucoup d'entre eux complètement innocents. Ce n'est pas notre fonction de servir d'autres nations comme force de l'ordre. Ce sont des soldats, les meilleurs au monde. Et soit ils veulent se battre pour gagner ou ne pas se battre du tout. Nous travaillons à mettre fin enfin à la guerre la plus longue de l'Amérique et ramener nos troupes chez nous.
La guerre, c'est un lourd fardeau sur nos familles militaires, surtout les conjoints comme Amy Williams de Fort Bragg, en Caroline du Nord, et ses 2 enfants, Eliana, qui a 6 ans, et Rowan, qui a 3 ans. Amy travaille à temps plein et donne des heures sans compter pour aider d'autres familles militaires. Depuis 7 mois, elle a tout fait cela pendant que son mari, le sergent Townsend Williams, est en Afghanistan. Et c'est son 4e déploiement au Moyen-Orient. En fait, les enfants de Amy n'ont pas vu le visage de leur père depuis des mois. Amy, le sacrifice de votre famille nous permet de vivre en paix et en sécurité. Et nous voudrions vous remercier du fond du cœur. Mais Amy, il y a quelque chose d'autre. Ce soir, nous avons une surprise toute particulière. Je suis ravi de vous dire que votre mari est revenu. Il est parmi nous ce soir. Et il ne pouvait plus être retenu. Bienvenue chez vous, sergent. Avec le monde comme témoin, l'Amérique est une terre héroïque. C'est ici que la grandeur est née, où les destins sont forgés et où les légendes se matérialisent. C'est le foyer de Thomas Edison et Teddy Roosevelt, de combien de grands généraux, et cela inclut Washington, Pershing, Patton et MacArthur. C'est aussi le foyer d'Abraham Lincoln, de Frederick Douglass, d'Amelia Earhart, de Harriet Tubman, des frères Wright, de Neil Armstrong et combien d'autres. C'est le pays où les enfants apprennent des noms comme Wyatt Earp, Davy Crockett ou encore Annie Oakley. C'est l'endroit où les pèlerins sont arrivés à Plymouth et où les patriotes du Texas ont vécu leur dernier moment à défendre l'Alamo. L'Alamo, incroyable. La nation américaine a été sculptée d'un continent vaste par les hommes et les femmes les plus résolus et les plus coriaces dans l'histoire de la planète. Nos ancêtres ont fait face à l'inconnu, ont pu domestiquer tout ce qu'il y avait là. L'Ouest qui était vraiment difficile, ils ont pu s'élever de la pauvreté, vaincu la maladie, la faim, la tyrannie, le fascisme. Ils ont pu construire des ponts, des tunnels, ils ont construit des gratte-ciels. Et mesdames et messieurs, nos ancêtres ont bâti la République la plus exceptionnelle dans l'histoire de l'humanité. Et nous la rendons plus grande qu'auparavant.
C'est notre héritage glorieux et magnifique. Nous sommes Américains. Nous sommes des pionniers. Nous ouvrons les voies. Nous sommes arrivés dans le Nouveau Monde. Nous avons construit le monde moderne et nous avons changé l'histoire à tout jamais en acceptant la vérité éternelle que chacun est créé égal par la main du Dieu Tout-Puissant. L'Amérique, c'est l'endroit où tout peut arriver. L'Amérique, c'est l'endroit où quiconque peut s'élever. Et ici, en cette terre, ici même, chez nous, sur ce continent, les rêves les plus incroyables se réalisent. Cette nation, c'est notre canevas, et ce pays, c'est notre chef-d'œuvre. Nous regardons vers l'avenir et nous voyons aucune limite devant nous. Nous avons tout franchi et nos découvertes les plus radieuses ne sont pas encore connues de nos plus jeunes. Nos histoires les plus emballantes ont encore à être racontées. Nos périples les plus célèbres attendent notre main et notre plume. L'âge de l'Amérique, le périple américain, l'aventure américaine n'est qu'à ses débuts. Notre esprit est encore jeune. Le soleil se lève encore. La grâce de Dieu rayonne encore sur nos âmes et nos êtres. Et mes chers compatriotes, le meilleur est encore à venir. Merci. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Amérique. Merci beaucoup.